Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le campement. Vers 6h30 du matin, la brume commence à s'étendre sur le champ. Elle se développe en volutes blanches. Elle était partie du bout du champ et s'était déroulée comme un tapis. Elle cache toute la terre brune. Les étoiles tombent et la lune s'éteint. Le soleil se lève doucement et lui donne des couleurs douces, moirées, violettes, roses. Elle donne une image de paix, de beauté toute simple. Plus loin, derrière le champ, l'autoroute se remplit de voitures, de camions, de motos et de bruit. Les gens pressés d'arriver à leur travail, qui se bousculent, qui se doublent, qui s'énervent. Ils n'ont pas le temps de remarquer la beauté de cette brume du soleil levant. Sur la gauche du champ, derrière un terrain vague et une belle clôture grillagée, des jardins propres et de belles cabanes de jardiniers, toutes les mêmes, s'alignent dans le jardin potager de l'association de la commune. Les gens y cultivent fruits et légumes, des fleurs aussi, et viennent goûter là un peu de leur petite terre qu'ils ne peuvent avoir dans leur appartement. Ils viennent, durant la journée, bêcher, retourner la terre, sarcler, faire les travaux de jardinage. La vue du jardin potager donne une impression de propre, de bien rangé, de bien soigné, surtout la tenue des belles cabanes en bois pour le rangement des outils. Au bord du champ, le campement est tout étiré en longueur, déjà à moitié détruit. Il fait froid. Je gèle sur pied. Les cheminées des baraques fument légèrement des feux qu'on rallume. Les gens sortent les uns après les autres pour humer l'air du matin, hirsutes de sommeil. Ils commencent à se préparer le café bien chaud du petit déjeuner. On se lave avec le peu d'eau disponible. On se réveille tout simplement. De toute façon, tôt le matin personne ne s'intéresse au lac de brume répandant sa lumière de gris-orange, reflétant les premiers rayons de lumière et diffusant une sorte de paix asiatique. Personne, sauf les Roms qui vivent dans le camp à côté du champ. Tous les matins de beau temps, ils peuvent assister à cette féerie. Que va me réserver cette nouvelle journée de drame, d'images violentes, d'inconnus ? Je suis tendu. Heureusement, un Rom m'aperçoit, me demande ce que je fais là, à cette heure si matinale, et m'invite chez lui pour me réchauffer et m'offrir un café. Il m'explique qu'il vient de construire sa baraque, et s'excuse de ne pas avoir encore de moquette par terre, ni de maison plus habitable. Moi, avec mes bottes boueuses, j'ai honte. Sa femme et son enfant dorment encore dans le lit juste à côté. Le mois passé, la moitié du camp s'était vidée suite aux campagnes des autorités, Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, faites pour proposer des aides au retour. L'OFII rapatrie les illégaux et les sans-papiers chez eux. Donc l'OFII s'occupe des Roms. Ils ne sont pas illégaux, puisqu'ils sont européens et ont des papiers en règle, mais la plupart sont, selon la loi française, illégalement sur le territoire. L'OFII propose aux Roms 300 € par adulte et 100 € par enfant. Beaucoup de Roms ne résistent pas à cette offre. Beaucoup d'autres ne sont venus en France que pour l'apercevoir. Je reviens longuement sur cet aspect dans le chapitre concernant l'aide au retour humanitaire. Le campement étant à moitié vide, la commune s'était empressée de raser toutes les baraques inoccupées, de déblayer les bosquets et de couper tous les arbres. Elle a ensuite creusé de véritables tranchées de plus d'1 mètre de profondeur, pour empêcher toute nouvelle extension du camp. Les tranchées étaient perpendiculaires aux baraques. Les policiers ont ensuite numéroté toutes les baraques restantes et occupées, et ils sont arrivés au numéro 62. Il restait à ce moment-là environ 250 personnes sur le campement. Le campement a continué à vivre. L'inventivité des Roms est infinie. Certaines baraques agrandies se sont retrouvées avec le numéro au milieu du salon. Les plaques de numéros se sont échangées ou vendues, et des baraques se sont construites accolées à celles qui portaient un numéro. Après 3 mois, la physionomie du campement était déjà complètement différente. Les travaux de rasage ont duré environ 1 semaine. Les pelleteuses démolissaient, et les grues remplissaient des camions qui se relayaient vers les décharges. On cassait tous les biens sans tri, on ramassait tout, matelas, télévision, poupées, casseroles, affaires personnelles, vêtements, tout était jeté. J'ai vu un enfant assis au milieu des débris qui observait la scène sans bouger. Son visage n'exprimait aucun sentiment, il était dur, fermé, mais il enregistrait tout ce qu'il voyait, c'était tout son monde qui partait. Et lui, il était là, intégré au détritus, inerte, tétanisé, perdu. Destruction du camp devant un enfant.
Stan. Bonjour. Je m'appelle Stan. J'ai 12 ans. Je m'en souviens très bien. La veille au soir, Tata nous avait promis du chocolat chaud. Elle n'en avait pas trouvé. On a eu de l'eau chaude avec une feuille d'herbe, qui lui donnait un goût amer. L'eau devenait brune. Mais le chaud était bon. Je voyais bien que les parents étaient nerveux. Ils parlaient à voix basse pendant qu'on s'endormait. Eux, ils restaient éveillés. Je me disais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ils disaient qu'on verrait bien demain. Le matin, j'ai vu. Ils sont arrivés vers 7 heures avec des grosses machines et des camions. Ils sont rentrés dans les baraques pour nous faire sortir. Papa a voulu demander ce qu'on nous voulait, et un policier l'a poussé. Alors, il n'a plus rien demandé. On s'est tous réveillés et on est sortis. Je dormais dans le même lit que ma sœur Lydia, papa et maman dans le lit à côté, avec mon petit frère Théo qui est né il y a 1 an en Roumanie, Tata et Tio dans le 3e lit. Mon cousin, il a 20 ans, dormait dans le divan. Il n'y a pas beaucoup de place dans la baraque, mais ça va. Mon papa disait toujours qu'on était mieux dans la baraque que dehors. C'était vrai, près du poêle il faisait bon. On s'est rassemblés. Les parents nous disaient de nous taire et de rester tranquilles. Mon petit frère pleurait. Il avait faim mais maman n'osait pas le faire manger devant le policier. Papa l'a regardé et après, maman a quand même donné à manger à mon petit frère. Ils nous ont comptés et papa a montré des papiers, ceux que maman gardait comme un trésor dans son sac. On ne pouvait jamais jouer avec ces papiers, et elle était très fâchée quand elle voyait qu'on regardait nos têtes sur les photos. C'est un autre policier qui les avait donnés à papa, en Roumanie, dans la grande ville loin du village. Papa était parti le matin, et était revenu tout fier le soir. Papa avait discuté dans le village, et je ne sais plus très bien quand, on était parti avec le voisin dans un petit bus pour arriver ici en France. Après, les policiers ont expliqué des choses que je n'ai pas très bien comprises. Les machines se sont mises en marche, et elles ont cassé toutes les baraques des gens qui étaient partis la semaine dernière. Ils étaient montés dans des bus, et disaient qu'ils allaient bientôt revenir. Papa m'a dit qu'ils allaient prendre un avion. Les autres copains jouaient à courir après les rats, moi j'aimais mieux regarder les machines. Elles faisaient beaucoup de bruit, elles étaient très fortes. Les baraques étaient cassées par une grande pelle qui montait et descendait devant la machine, et puis elle chargeait tout dans un camion. Le camion s'en allait, et un autre arrivait. J'étais triste de voir plein de jouets partir dans les camions. Je savais bien qu'ils étaient dans les baraques vides, mais papa ne voulait pas qu'on les prenne. Il disait que ce n'était pas à nous, mais aux gens qui étaient partis. Je me demandais comment ils allaient les retrouver, car ils étaient cassés par la machine. Il y avait aussi des lits et des couvertures qui auraient certainement fait plaisir à maman. Elle en demandait tout le temps à papa. Papa n'était jamais content quand elle demandait ça, sa voix devenait plus grosse. Et maman devenait triste aussi, elle se taisait et attendait. C'est pour ça que je n'avais pas envie de courir après les rats. Je n'aimais pas voir maman triste comme aujourd'hui. Elle pleurait en donnant à manger à mon petit frère. Les machines ont travaillé jusqu'à midi, et puis elles se sont arrêtées. Il y avait des policiers un peu partout, et des gadgets près du parking. Ils regardaient. J'ai vu un gadget qui filmait. Je ne voyais ce qu'il trouvait d'intéressant à filmer des baraques cassées. Moi je trouve que c'est plus beau quand c'est la fête, que tout le monde danse et chante avec la guitare de Tio, que papa et maman ont mis leurs beaux habits. Les machines sont revenues l'après-midi,
et ont continué jusqu'au soir. Elles ont fait comme ça pendant quelques jours, et puis un tracteur est venu sur un grand camion. Il a fait des fossés tout autour de nos baraques. Il enlevait de la terre qu'il mettait dans un camion, et puis repoussait ce qui restait pour faire des grands fossés aussi grands que moi. Il a fait beaucoup de bruit pendant 3 jours. Des autres messieurs sont venus couper tous les arbres et sont partis. Maintenant, on pouvait voir toutes les baraques à partir de la route. L'auteur. J'étais venu le premier jour, alerté par les Roms, et ensuite la presse était arrivée, mais un policier m'avait interdit l'accès au campement. Ce sont des ordres que nous avons reçus, il faut s'adresser à l'élu, le chef des policiers. Autorité surveillant la destruction du camp. Il était là, les cheveux tout blancs avec son assistant, et le commandant des policiers m'avait dit : « Vous comprenez, monsieur ? Il y a des engins mécaniques et c'est dangereux. Mais je vois des enfants courir partout tout autour des engins et des camions, lui répondis-je, c'est encore plus dangereux pour eux. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer, pour des raisons de sécurité. La discussion est close. Et j'avais assisté impuissant à la destruction de la moitié du campement. Enfants autour d'une pelleteuse. C'est pourquoi, pour éviter ce genre de mésaventures, je suis venu le lendemain sur le campement à 6h30 du matin. Ce lever de soleil était merveilleux. Arrivé bien avant les policiers, j'ai pu ainsi vivre et photographier de l'intérieur les actions menées, les menaces, les humiliations et la brutalité des forces présentes. M'ayant repéré et me sachant présent, n'osant pas me déloger, les policiers n'insistaient jamais quand ils me voyaient. Après 3 jours, les choses se sont calmées et les travaux se sont passés sans incident. À l'entrée du campement, il y avait un parking, et puis la boue. L'entrée du campement était barricadée avec 2 grands blocs de béton, impossibles à déplacer. Ces blocs interdisaient l'accès au parking qui était devenu le terrain de jeu des enfants. Football, patinoire ou vélo. Après le parking, il fallait s'engager sur une centaine de mètres de chemin boueux avant d'arriver à l'entrée du camp. Plein d'ornières, le chemin était barré par 2 gros rochers comme si une voiture avait pu s'y aventurer. Parking. La boue avait une odeur de terre amère. La boue était collante, glissante, gluante comme un amas de détritus mélangés, c'était du ciment de terre, de la nuisance parfaite, la boue était sale. Vivre au milieu de la boue relevait d'un défi permanent pour maintenir la propreté à l'intérieur des baraques. Les chaussures ou les bottes ne suffisaient pas à s'en protéger. La boue s'infiltrait partout, remontait dans vos chaussettes, s'allongeait sur vos jambes, y laissait des traces, des odeurs. Je pensais aux tranchées de la Grande Guerre ou à celles du Vietnam. Arriver au campement était une épreuve pour nous, mais surtout pour ses habitants. Car eux, ils revenaient chargés. Ils étaient partis tôt et n'avaient pas mangé de la journée, et ils devaient encore traverser cette boue pour arriver chez eux. Quand j'allais sur le campement les premières fois, j'étais frappé par la misère et la crasse. Par la suite, grâce à la magie des Roms, je ne voyais plus que les hommes, les femmes et les enfants qui y vivaient. Au début au milieu d'un bois, le campement était maintenant complètement dénudé et exposé à la vue de tous, alors que les Roms détestent se montrer. C'est Christelle Maïcon, présidente de l'association Immédiat, qui m'a raconté leur histoire. Ils avaient commencé à construire le camp 1 an auparavant, au milieu du bois, justement pour se cacher, suite à une énième expulsion du parking de la commune voisine, où les violences policières avaient été flagrantes. On les avait embarqués dans un RER, pour les faire changer de département. Des policiers étaient en poste à chaque arrêt pour les empêcher de descendre. Le tout a été filmé, photographié, rapporté par la presse avec plusieurs témoignages. La Commission nationale de déontologie de la sécurité, CNDS, a été saisie pour faire une enquête. Les recommandations de la commission sont claires. Elle constate que des mesures coercitives ont été prises à l'égard des personnes, sans qu'il soit justifié d'un fondement juridique à l'exécution de telles mesures. La Commission recommande que de sévères observations soient adressées aux responsables des forces de sécurité qui ont mis en place ces dispositifs. Je n'ai pas connaissance des suites données à ce rapport. De toute façon, cette énième expulsion avait été inutile et vaine, puisqu'ils s'étaient réinstallés dans ce nouveau campement à moitié rasé. Et maintenant,
Cette demi-expulsion qui n'en était pas une, avec ce demi-rasage de campement, m'a laissé un goût amer de défaite et d'inutilité. L'argent dépensé par la commune pour abattre une centaine de baraques et transporter des tonnes de terre aurait pu servir à mettre les Roms dans des abris, à leur donner accès à l'eau et à l'électricité pour 6 mois. On a préféré le gaspiller, inutilement. Stan. La première fois qu'on est venu en France, j'étais tout petit et je ne me souviens de rien. Maman m'a dit que j'étais comme mon petit frère aujourd'hui, donc c'était il y a très longtemps. Nous sommes revenus en Roumanie plusieurs fois. Les voyages se confondent dans ma tête. Dans un des derniers campements, papa avait construit une baraque avec tuyaux le long de l'autoroute, et il fallait faire attention quand on traversait car les voitures allaient très vite. Maman ne voulait pas qu'on aille par là. Des policiers étaient venus un matin, et tout le monde était parti sur le parking de l'autre côté de l'autoroute. Il y a eu beaucoup de discussions avec les policiers, mais papa et les autres gens ne voulaient pas bouger. On a reçu des sandwichs d'un gars Joe. Je suis restée près de maman, et papa a monté une tente quand les policiers sont partis. Avec la tente, quand il pleuvait, on était moins mouillés. C'était tout petit. Maman faisait du feu dehors pour manger. J'aimais bien être là. Je pouvais voir les voitures qui tournaient sur l'autoroute et les gros camions qui faisaient la course pour arriver le premier en bas. Il y avait tout le temps des voitures et des camions. Parfois, il y en avait tellement qu'elles étaient toutes arrêtées. Je sais qu'on est resté un certain temps dans la tente, que l'été il a fait chaud sur le parking, et puis les policiers sont revenus. Maman a fait un paquet que je devais porter. Il était gros, et j'avais peur d'un policier qui était derrière moi. Papa était devant avec Lydia, et maman finissait de ranger. Le policier me poussait, et j'avais peur de tomber dans les escaliers qui montaient vers le train. Les policiers étaient partout. Un voisin a commencé à crier. On lui a dit de se taire. Papa m'a regardé en me disant que j'étais devenu un vrai homme en portant le paquet. J'étais tout fier qu'il me dise ça. On ne pouvait pas descendre du train. À chaque gare, il y avait des policiers qui ne voulaient pas nous laisser descendre. À la fin, on a pu descendre, mais papa n'a pas trouvé d'endroit où loger, alors il nous a dit qu'on allait repartir. On a repris le train et on est arrivé en ville, dans une grande gare. On a dormi, mais je me suis réveillée dans une voiture qui nous a déposés pas loin du parking. Papa et maman étaient énervés, et se demandaient où aller. Alors on est retourné avec un petit bus dans notre village en Roumanie, pour qu'il se repose. Après quelques semaines, on est revenu dans ce campement. Papa nous avait construit une belle baraque. Le matin, il partait très tôt travailler et ne rentrait que tard le soir. J'aimais bien le campement mais j'aimais mieux avant, quand rien n'était cassé et qu'il y avait des arbres. Les baraques. Agencement de baraques. Le campement est organisé en petites baraques construites avec des vieilles planches de bois, isolées par des parois de carton, de moquettes ou de tapis et recouvertes d'une bâche bleue, grise ou verte les protégeant des intempéries. Ces couleurs sont caractéristiques d'un campement de Rome. Elles donnent une impression de vie, de présence, mais montrent les signes d'une grande précarité. Le toit est traversé par une buse qui sert de cheminée, raccordée à un poêle ou à un simple tonneau métallique alimenté avec du bois pour se chauffer l'hiver. Peu de baraques possèdent un réchaud à gaz pour la cuisine. En général, on cuisine sur un feu de bois à l'extérieur ou sous une bâche. Les Roms mangent quand ils veulent, mais en France c'est généralement le soir après les vadrouilles de la journée. Auvent d'entrée. Comme les visites du campement se faisaient le soir, justement parce que la journée, les habitants n'étaient pas là, les odeurs de cuisine chatouillaient les narines et aiguisaient l'appétit. Ce qui mijotait sur le feu avait l'air tellement bon. Les baraques avaient souvent un auvent devant l'entrée, ce qui permettait de se déchausser avant d'entrer dans la pièce principale. C'était parfois là aussi qu'on cuisinait. Dans certains camps, il y avait des groupes électrogènes pour éclairer le soir, écouter de la musique, regarder un peu la télévision ou visionner des films indiens, bien longs, pleins de décors brillants avec des scènes très lentes, bollywoodiens à merveille. L'intérieur des baraques était d'une propreté exemplaire, décoré kitsch, mais ordonné et rangé. Il faut imaginer 10 personnes dormant dans une toute petite baraque de 4 mètres sur 6.
Comment faisait-il pour maintenir cette propreté et ce rangement? Toutes les baraques que j'ai visitées étaient impeccables, toujours propres et accueillantes, même quand on arrivait à l'improviste. Je n'osais jamais y pénétrer avec mes bottes boueuses. Le contraste entre l'intérieur et l'extérieur d'une baraque était saisissant. Intérieur. Les hommes essayaient de trouver des petits boulots. En général, ils ne mendiaient pas sauf les plus démunis. Les femmes récupéraient des matériaux ou mendiaient. Les femmes étaient souvent accompagnées du dernier-né qu'elles allaitaient, au moins jusqu'à l'âge d'1 an. Prendre son bébé pour aller mendier était dangereux. Elles risquaient de se faire accuser de mendicité agressive et de se faire retirer l'enfant qui serait placé en foyer par l'aide sociale à l'enfance. Quand elles le pouvaient, elles laissaient l'enfant à la tante ou à la grand-mère avec une boîte de lait en poudre. Souvent, elles n'avaient pas d'autre solution que de l'emmener. Il faut bien nourrir son bébé pendant la journée. Stan. Maman était rentrée toute bouleversée, elle pleurait. Je ne comprenais rien. J'étais restée avec Lydia au camp, et papa était parti vers midi. Il avait changé de travail, et il allait revenir dans la nuit. Tata et Tio n'étaient pas là. Ils étaient partis dans notre village mais ne reviendraient que la semaine prochaine. On ne savait jamais quand mon cousin partait et revenait. Donc, il n'y avait que nous pour consoler maman. Je voyais les voisins faire des signes de la tête et lever les bras au ciel, puis rentrer tout malheureux dans leur baraque. Mon petit frère Théo pleurait et maman devait le nourrir. Il était un peu malade. Papa disait que c'était normal, qu'à cet âge-là on attrapait vite un rhume. Maman était partie ce matin avec Théo en ville. Elle nous disait qu'elle devait voir des gens qui nous aideraient à avoir une belle maison dans notre village. Lydia m'a expliqué, et j'ai compris pourquoi maman pleurait. En ville, des policiers ont voulu lui prendre Théo parce qu'elle se promenait avec lui dans la rue. Je n'ai pas très bien compris pourquoi on ne pouvait pas se promener avec son bébé dans la rue en France, mais j'ai compris que maman ne voulait pas qu'on lui prenne Théo. Elle avait reçu un papier, et elle devait payer des euros pour continuer à se promener en ville. Nous, on l'a consolée, on a joué avec Théo, on a été très sages ce soir-là, mais maman a recommencé à pleurer quand papa est rentré. Papa a fait la même chose que les voisins. Il a levé les bras au ciel et puis il n'a plus rien dit. Il est devenu très fatigué d'un seul coup. Il n'avait même plus faim, alors que normalement il mangeait beaucoup en rentrant du travail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.